Vauban, devenu l'homme de toutes les situations, ne reçoit pas de titre, mais une belle somme d'argent qui lui permet d'acheter le château de Bazoches dans son Morvan natal et fait de lui un propriétaire terrien. Il était vraiment un seigneur, quasiment un seigneur féodal. Et chaque fois qu'il était de passage à Bazoches, il se comportait en seigneur, c'est-à-dire qu'il recevait les paysans, il recevait les cadeaux, il assistait aussi à certains baptêmes. Donc c'est un seigneur, un propriétaire terrien, et il appréciait complètement ses avantages. Mais il n'a pas eu le temps de l'exercer complètement. Vauban restera parfois plusieurs années sans rentrer auprès de sa famille. En cause, l'instabilité aux frontières, notamment la frontière nord-est qu'il veut entièrement remanier. Pour cet ingénieur pragmatique, les enclaves françaises isolées en pays ennemis n'ont aucun sens. Vauban réussit à convaincre Louis XIV de rendre aux Pays-Bas espagnols ses places fortes, coûteuses en hommes et en munitions, pour harmoniser la frontière. Il met alors en place une stratégie de défense imparable. Une double ligne de fortifications se défendant les unes les autres. 26 places fortes au total forment ce qu'il a appelé son précaré. Je dirais que Vauban, c'est le fortificateur, le seul, qui est fortifié au bon endroit. C'est-à-dire face à ce boulevard sur lequel il est extrêmement difficile de résister, parce qu'il n'y a pas de relief, lui a vu que c'était là le point mortel d'invasion de la France. Et il va nous avoir 100 ans de paix. Grâce à Vauban, l'idée d'un territoire que l'on connaît et que l'on maîtrise commence à germer dans la tête de Louis XIV. Pour le roi, le prochain chantier s'annonce: annexer définitivement la Franche-Comté. En 1668, alors que la Franche-Comté est sous domination française, Louis XIV envoie Vauban fortifier Besançon pour jouer les sentinelles sur ce territoire sans cesse disputé entre la France et l'Espagne. Fidèle à ses principes, Vauban exploite le relief si particulier de cette ville construite au pied d'un mont rocheux, le mont Saint-Étienne, encerclé par le méandre du Doubs. Il voit le mont Saint-Étienne au centre, avec le Doubs de part et d'autre, et puis ces deux monts, à l'ouest Chaudanne et à l'est Breugilles, qui le surplombent un peu. Mais comme il a le sens mathématique très aigu, il comprend tout de suite qu'en construisant sur ce mont Saint-Étienne et en élevant de hautes murailles de chaque côté, il mettra cette citadelle à l'abri de l'injure. Vauban met tout en œuvre pour débuter les travaux. Mais quelques mois plus tard, la ville est rendue aux Espagnols avec les plans de Vauban. Lorsqu'il revient 6 ans après, les Espagnols ont construit une citadelle. Mais par chance, ils n'ont pas respecté ces plans. C'est pour ça qu'il écrira à Louis XIV « Je connais cette place, la citadelle est fort belle, mais elle n'a que les eaux. » Ça veut dire qu'il estime qu'on n'a pas compris ce qu'il voulait faire. Les murs ont en gros 4 mètres de haut. 4 mètres de haut, c'est pas suffisant. Vauban fait monter des canons pour bombarder la citadelle depuis une colline de l'autre côté du Doubs et parvient à faire plier les Espagnols en quelques jours. Cette expérience va bouleverser sa vision du site. Il décide de creuser le rocher pour enfoncer littéralement sa citadelle dans la roche. Cette colline, en réalité, c'est une sorte d'énorme rocher calcaire, ce qui va être très difficile dans la mesure où il va falloir creuser. Vauban va d'abord excaver le sommet, creuser sur plus de 5 mètres de profondeur pour aplanir, et il va en profiter pour récupérer la matière première pour la construction. Le sommet du rocher a été cassé par ce qu'on appelle les roqueteurs à l'époque, ceux qui sont chargés de casser la roche en gros blocs. Et ensuite, les tailleurs de pierre en ont fait des blocs pour la construction. Il va volontairement laisser la roche naturelle sur les côtés pour gagner naturellement en hauteur pour la construction des remparts. À l'est et à l'ouest, au-dessus des falaises, 2 gigantesques remparts sont bâtis à partir de la roche excavée pour protéger l'enceinte.
Voilà, vous voyez, ici c'est flagrant. On voit très bien la roche naturelle, le rocher calcaire, qui a été entièrement excavé sur 5 mètres de profondeur sur l'ensemble du sommet. Et là, Vauban, sur les côtés, il a laissé cette roche naturelle pour y placer ensuite la muraille. C'est comme ça qu'on arrive à des murailles qui font entre 15 et 20 mètres. Les murailles qui enserrent la citadelle semblent avoir littéralement poussé du rocher pour protéger l'intérieur. C'est tout simplement parce qu'il suit le rocher par lui-même, ce qui lui donne cette forme qui n'est pas régulière, parce qu'il épouse la montagne. La citadelle, elle fait corps avec la montagne. Impossible pour l'ennemi de pénétrer la citadelle par les côtés. En revanche, au nord et au sud, Vauban doit fortifier. Et encore une fois, il utilise les propriétés du terrain. Comme il est sur une colline, il est face à une pente, il va s'en servir puisqu'il va étager ses fortifications, il va créer des fronts bastionnés, des lignes de défense qui sont placées à différents niveaux de la colline pour créer plusieurs étages de feu, plusieurs niveaux de tir. Sur ce site étroit, Vauban n'a pas la place de construire des bastions pentagonaux classiques. Il opte donc pour des demi-bastions qui viennent fermer l'enceinte principale et multiplient les lignes de défense sur l'avant. Et pour circuler entre ces différents fronts, Vauban a tout prévu. Il exploite les failles naturelles de l'éperon rocheux pour créer des souterrains et permettre aux soldats de se replier en cas d'attaque. L'un d'eux est encore visible aujourd'hui. Alors c'est la communication 110 que Vauban a bâtie sur le terrain naturel. En aménageant les anfractuosités dans la roche, Vauban construit plusieurs communications comme celle-ci, entièrement à l'épreuve des boulets de canon. En 8 ans à peine, cette citadelle sort de la roche. Mais dans le même temps, Vauban doit s'attaquer à la défense de la ville de Besançon au pied du mont Saint-Étienne. La ville de Besançon, c'est une cité qui est géostratégique dans la mesure où elle est encerclée par le méandre du Doubs, par une boucle qui protège naturellement la ville. Si la rivière protège naturellement la ville, l'ennemi peut prendre de la hauteur sur les collines alentours pour bombarder l'enceinte. Un bastion classique, ouvert sur l'extérieur, exposerait dangereusement les soldats et l'artillerie. Et là, il va inventer des tours bastionnées qui empruntent aux références de l'architecture militaire, médiévale et Renaissance. Un ouvrage qu'on construit, qui est en hauteur, mais auquel on donne un plan pentagonal. D'une situation de faiblesse, il trouve une solution qui va lui permettre d'en faire une situation forte. Vauban conçoit une tour hybride qui a la forme d'un bastion pentagonal à étages. Sur une plateforme, des fantassins assurent la surveillance rapprochée. En cas d'attaque, ils peuvent se réfugier au rez-de-chaussée où les canons protégés par des murs et un plafond renforcé ne craignent pas les tirs ennemis. Vauban équipe toute l'enceinte urbaine de Besançon avec ses nouvelles tours. À partir de ce moment, il utilisera sans cesse cette invention, en adaptant les dimensions et l'utilisation des tours à ses constructions futures.